On croit souvent que la civilisation a commencé dans les livres, qu'il a suffi d'une idée, d'un geste, d'un roi providentiel pour que le monde bascule du chaos vers l'ordre. Mais avant les livres, avant les lois gravées dans la pierre, avant les temples et les palais, il y avait autre chose. Quelque chose de plus humble, de plus chaud, de plus étrange. Il y avait du métal fondu dans une argile brûlante. Il y avait des hommes penchés sur des moules, les yeux rouges de fumée, qui ne savaient pas qu'ils étaient en train de changer le monde. L'âge du bronze. On prononce ces mots comme si c'était une époque lointaine et muette, comme si ces millénaires n'avaient produit que des objets dans des vitrines, des haches dans des musées, des fragments de poterie étiquetés avec soin. Mais pensez à ce que ces siècles ont réellement construit. Les premières villes assez grandes pour abriter des dizaines de milliers d'habitants. Les premières bureaucraties, avec leurs scribes, leurs registres, leurs greniers centralisés. Les premières guerres organisées, avec des armées permanentes, des tactiques, des généraux. Les premières religions d'État, avec leurs prêtres, leurs calendriers sacrés, leurs offrandes réglementées. Tout cela avant l'an 1000 avant notre ère. Tout cela avant ce qu'on appelle habituellement l'Antiquité classique. Alors pourquoi l'âge du bronze reste-t-il dans l'ombre? Pourquoi Athènes et Rome semblent-elles plus réelles que Babylone ou Thèbes? Pourquoi les noms d'Hammurabi, de Toutankhamon, de Ramsès restent-ils vaguement familiers, tandis que les structures qu'ils incarnaient, les systèmes qu'ils représentaient, les mondes qui les ont produits, demeurent flous? Peut-être parce que l'âge du bronze parle une langue que nous n'avons pas encore tout à fait apprise. Une langue de symboles, de rituels, d'échanges à longue distance, de catastrophes oubliées. Une langue qui ne se lit pas seulement dans les textes, mais dans la forme d'une jarre, dans la couleur d'une lame, dans les traces d'un incendie vieux de 3000 ans. Cette nuit, nous allons apprendre à lire cette langue, lentement, patiemment, comme on écoute un récit avant de dormir, sans chercher à tout retenir, en laissant les images venir d'elles-mêmes. Commençons par le commencement. Pas le commencement absolu, car l'histoire humaine n'a pas de commencement absolu, mais le commencement d'une certaine façon d'être au monde. Le commencement de quelque chose qu'on reconnaît encore aujourd'hui, même de loin, même déformé par les millénaires. Aux alentours de 3500 ans avant notre ère, dans la plaine alluviale entre le Tigre et l'Euphrate, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'était pas une révolution au sens dramatique du terme. Ce n'était pas une explosion, ni une conquête. C'était plutôt une accumulation, une densification. Un lent processus par lequel des villages devinrent des bourgades devinrent des villes, et des villes devinrent quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu sur Terre, la Mésopotamie. Le mot vient du grec et signifie simplement la terre entre les fleuves. Mais ce n'était pas n'importe quelle terre, et ce n'était pas n'importe quel fleuve. Le Tigre et l'Euphrate descendaient des montagnes d'Anatolie chargées de limons, de minéraux, de vie. Ils inondaient régulièrement la plaine, la fertilisant, la renouvelant. Et dans cette plaine plate, sans pierre, sans bois, sans minerais, les hommes apprirent à construire avec ce qu'ils avaient. De l'argile, de l'eau, du roseau et de l'ingéniosité. Les premières villes sumériennes n'étaient pas belles, au sens où nous entendons ce mot. Elles étaient fonctionnelles, denses, bruyantes. Uruk, qui était probablement la plus grande agglomération du monde aux alentours de 3300 ans avant notre ère, abritait peut-être 40 à 50 000 habitants dans un espace entouré de murs. Des rues étroites entre des maisons de briques crues. Des canaux d'irrigation qui portaient l'eau depuis le fleuve vers les champs. Des entrepôts remplis d'orge, de dattes, de laine. Et au centre, dominant tout, le temple. Le temple n'était pas seulement un lieu de prière, il était le cœur économique de la ville. C'est lui qui recevait les offrandes, qui redistribuait les ressources,
qui organisaient le travail collectif. Les prêtres étaient aussi des administrateurs. Les rituels religieux rythmaient le calendrier agricole. Le divin et le pratique n'étaient pas séparés. Ils formaient un seul et même système. Et c'est dans ce système qu'est née l'écriture. Pas pour raconter des histoires, pas pour transmettre de la poésie, pas, du moins au début, pour célébrer les dieux ou honorer les rois. L'écriture est née pour tenir des comptes, pour noter combien de jarres d'huile avaient été livrés au temple, pour enregistrer le nombre de moutons dans un troupeau, pour établir des listes de travailleurs et de rations. Les premiers textes connus de l'humanité sont des documents comptables, des factures, des inventaires. Il y a quelque chose d'étrangement humain dans cela. La première chose que nos ancêtres aient voulu fixer dans la durée, c'est la trace de ce qu'ils possédaient et de ce qu'ils devaient. Le premier besoin de permanence était un besoin de mémoire économique. Ces premiers signes gravés dans l'argile fraîche avec un roseau taillé prirent peu à peu une forme plus complexe. Les pictogrammes simples se stylisèrent, s'abstrairent, devinrent capables de représenter non seulement des objets, mais des sons, des concepts, des nuances. Ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, du latin cuneus qui signifie coin, en référence à la forme des empreintes laissées par le calame, une écriture qui allait survivre pendant 3000 ans, s'adapter à des dizaines de langues différentes, traverser des empires et des catastrophes, et finalement disparaître si complètement qu'il fallut attendre le XIXe siècle de notre ère pour que des savants européens parviennent à la déchiffrer. Mais nous sommes encore loin de cette disparition. Nous sommes au début. Dans la chaleur poussiéreuse d'Uruk, vers 3000 ans avant notre ère, et le monde est encore à construire. Les cités-États sumériennes se développèrent selon un modèle relativement similaire. Chacune avait son dieu tutélaire, son temple principal, son souverain, son économie propre. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Kish, Eridu. Des noms qui sonnent étranges à notre oreille, mais qui désignaient des entités politiques réelles, avec des traités, des rivalités, des guerres, des alliances matrimoniales. Des sociétés complexes avec des hiérarchies sociales établies, des artisans spécialisés, des marchands, des soldats professionnels, des scribes formés dès l'enfance dans des écoles appelées Eduba, les maisons des tablettes. Imaginez une de ces écoles. Une cour intérieure, le matin, quand la chaleur n'est pas encore insupportable. Des adolescents assis en rangée sur des nattes de roseaux, chacun tenant une tablette d'argile fraîche dans une main et un calame dans l'autre. Le maître, le Oumia, récite des listes de mots. Les élèves les copient, encore et encore, jusqu'à ce que les gestes deviennent automatiques, jusqu'à ce que les signes s'impriment dans les muscles aussi sûrement que dans la mémoire. Les listes de professions, les listes d'animaux, les listes de dieux, les tables mathématiques. Car oui, les Sumériens avaient des mathématiques. Ils travaillaient en base 60, un système qui nous semble bizarre, mais qui est d'une cohérence remarquable, et dont nous avons hérité sans le savoir. Nos 60 secondes, nos 60 minutes, nos 360 degrés. Le temps, pour les habitants d'Uruk, était une chose différente de ce qu'il est pour nous. Pas différente dans son écoulement, bien sûr, mais différente dans sa signification, dans sa texture. Le temps était cyclique, rythmé par les crues du fleuve, par les saisons agricoles, par les fêtes religieuses qui marquaient les moments de l'année. Le temps était aussi le territoire des dieux. Anu, le dieu du ciel, Enlil, le dieu du vent et des tempêtes, Enki, le dieu de l'eau douce et de la sagesse, Nana, le dieu de la lune, Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, peut-être la divinité la plus complexe de tout le panthéon sumérien. Inanna mérite qu'on s'y arrête un moment. Elle n'était pas simplement une déesse de la fertilité,
comme on le dit parfois dans les résumés rapides. Elle était contradictoire, imprévisible, puissante. Elle désirait et elle détruisait. Elle descendit aux enfers et en revint. Elle arracha les lois divines, les mets, au dieu Enki, lors d'un banquet où il était peut-être ivre. Elle incarna tout ce que la civilisation avait de dangereux autant que de créateur. Et elle fut vénérée pendant des millénaires, sous différents noms, par différents peuples. On retrouve son empreinte dans Ishtar des Babyloniens, dans Astarté des Phéniciens, peut-être jusqu'à Aphrodite des Grecs. Les dieux sumériens n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas omniscients ni omnipotents. Ils avaient des défauts, des désirs, des peurs. Ils pouvaient être trompés, séduits, dupés. Ils ressemblaient aux humains, en plus grands, en plus puissants, en moins mortels. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu'ils étaient si efficaces comme système de cohésion sociale. On ne leur obéissait pas par terreur d'une toute-puissance abstraite. On les servait comme on servirait un seigneur exigeant mais compréhensible, dont on connaissait les humeurs et les caprices. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest, dans la vallée du Nil, une autre transformation était en cours. Plus lente peut-être, plus isolée certainement, mais tout aussi profonde dans ses conséquences. L'Égypte prédynastique des 4e et 5e millénaires avant notre ère était un paysage de contraste absolu. D'un côté, la bande verte et fertile du Nil, étroite, parfois à peine quelques kilomètres de large, où poussaient le blé et l'orge, où les roseaux abritaient des milliers d'oiseaux, où le fleuve apportait chaque année son limon nourrissant. De l'autre côté, immédiatement, le désert. Pas un désert doux, un désert hostile, brûlant le jour, glacé la nuit, sans eau, sans vie, sans pitié. Cette géographie créa une psychologie. Les Égyptiens antiques étaient profondément conscients de la frontière entre la vie et la mort, entre l'ordre et le chaos, entre ce qu'ils appelaient Kémet, la terre noire et fertile, et Déchret, la terre rouge et stérile. Et cette conscience s'inscrivit dans leur religion, dans leur art, dans leur conception du pouvoir. L'unification de la Haute et de la Basse Égypte, généralement datée d'environ 3100 ans avant notre ère, est traditionnellement associée à un roi nommé Narmer, ou Ménès selon les sources, n'est pas seulement un événement politique. C'est la fondation d'une idéologie. L'idée que le pharaon est celui qui maintient la séparation entre l'ordre et le chaos, que son règne garantit la régularité de la crue du Nil, que sa mort et sa résurrection symbolique sont liées au cycle de la végétation et des astres. On croit parfois que les premières dynasties égyptiennes ont surgi pleinement formées, comme si la civilisation nilotique était apparue d'un seul coup, avec ses pyramides, ses hiéroglyphes, ses momies. Mais ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Il y eut des siècles d'accumulation, de compétition entre royaumes du delta et royaumes du sud, de développement progressif de l'écriture, du rituel, de l'architecture funéraire. Les mastabas avant les pyramides. Les tombes à fosses avant les mastabas. Un long apprentissage de la mort et de l'éternité. Et au cœur de tout cela, une obsession que les Égyptiens partageaient avec leurs contemporains mésopotamiens, mais qu'ils exprimaient d'une manière entièrement différente. L'obsession de la permanence. Le désir de durer au-delà de la mort, de laisser une trace, de résister à l'effacement. Les Mésopotamiens construisaient en briques crues et savaient que leur temple s'effondrerait, qu'on les reconstruirait sur les ruines des précédents, que le temps était un cycle de construction et de destruction. Les Égyptiens, eux, construisaient en pierre. Ils voulaient que leurs monuments défient le temps. Et pour une large part, ils y ont réussi. La pierre. C'est peut-être la différence la plus immédiate entre les deux grandes civilisations de l'âge du bronze naissant. La Mésopotamie n'avait pas de pierre. Elle avait de l'argile, du bitume, des roseaux. L'Égypte, elle,
étaient bordées par des falaises calcaires et des carrières de granit. Quand les premiers pharaons voulurent affirmer leur pouvoir dans la durée, ils se tournèrent vers la pierre avec une ambition qui n'avait alors aucun précédent dans l'histoire humaine. La pyramide de Djesser, à Saqqara, construite vers 2650 ans avant notre ère, sous la direction de l'architecte Imhotep, est souvent présentée comme la première grande structure en pierre taillée du monde. C'est peut-être vrai. C'est certainement une affirmation audacieuse. Car Imhotep ne travailla pas à partir d'une tradition établie. Il inventa. Il empilessa des mastabas les uns sur les autres, créant une forme nouvelle, une montagne artificielle qui pointait vers le ciel, vers Ra, vers l'éternité. Imhotep lui-même devint une figure légendaire. Il fut divinisé après sa mort. Les Grecs, 1000 ans plus tard, l'identifièrent à leur propre dieu de la médecine, Asclépios. Un architecte, un médecin, un conseiller royal, élevé au rang de dieu. C'est une trajectoire qui dit quelque chose d'important sur les valeurs de cette civilisation. Le savoir technique, mis au service du pharaon et des dieux, pouvait conduire à l'immortalité. Les grandes pyramides de Gizeh, construites quelques générations plus tard, sous les pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos, restent parmi les réalisations architecturales les plus impressionnantes de toute l'histoire humaine. Non pas à cause de leur mystère, comme on aime parfois le raconter, mais à cause de leur brutalité organisée, de leur logistique colossale, de ce qu'elles révèlent sur la capacité d'une société à mobiliser des ressources et des travailleurs à une échelle sans précédent. On a longtemps cru, ou plutôt on a longtemps dit, que les pyramides avaient été construites par des esclaves. Cette image persistante, popularisée par des siècles de représentations artistiques et littéraires, est probablement fausse. Les fouilles archéologiques des dernières décennies ont révélé les villages des bâtisseurs, avec leurs boulangeries, leurs brasseries, leurs dispensaires. Les travailleurs étaient nourris, soignés, organisés en équipes avec des noms. Ils étaient des sujets du pharaon, astreints à un service obligatoire, peut-être payés en nourriture et en bière. Pas nécessairement libres au sens moderne du terme, mais pas des esclaves enchaînés non plus. Construire une pyramide représentait peut-être, pour ces hommes, quelque chose que nous peinons à imaginer. Un acte religieux, une participation au maintien de l'ordre cosmique. En aidant le pharaon à accéder à l'éternité, ils assuraient aussi la continuité du monde, la régularité de la crue, la fertilité des champs. La religion et le travail n'étaient pas séparés. Ils faisaient partie du même tissu. Pendant que les pharaons édifiaient leurs monuments dans la vallée du Nil et que les rois sumériens se disputaient les cités de Mésopotamie, ailleurs dans le monde, des processus similaires étaient en cours, moins bien documentés, mais tout aussi réels. Dans la vallée de l'Indus, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde, une civilisation extraordinaire fleurissait entre 2500 et 1900 ans avant notre ère. On l'appelle la civilisation de l'Indus, ou civilisation de Harappa, du nom d'un de ses sites principaux. Elle est fascinante, entre autres choses, parce qu'elle est encore largement illisible. Son écriture n'a pas été déchiffrée. Ses intentions nous échappent. Ses dieux, si elle en avait, restent inconnus. Mais ces villes sont là, dans le sol, et elles disent beaucoup. Mohenjo-Daro et Harappa étaient des villes planifiées, avec des rues tracées selon un quadrillage régulier, des systèmes d'égouts et d'évacuation des eaux qui n'avaient rien d'équivalent dans le reste du monde antique, des maisons en briques cuites de taille standardisée, des greniers publics, des bains collectifs qui évoquent peut-être une pratique rituelle de la purification. Une civilisation qui accordait visiblement une grande importance à l'ordre, à la propreté, à l'organisation collective. Et pourtant, presque aucune trace de guerre. Très peu d'armes. Pas de fortifications massives. Pas de monuments glorifiant des rois ou des conquêtes. Pas de représentation de violence à grande échelle. La civilisation de l'Indus reste, dans notre imaginaire, une énigme pacifique, une anomalie parmi les empires de l'âge du bronze. Qu'est-ce qui la fit disparaître ?
La question reste ouverte. Des changements climatiques, peut-être. Une modification du cours des fleuves. Des sécheresses prolongées qui mirent fin à l'agriculture intensive. Peut-être aussi des migrations de populations depuis les steppes d'Asie centrale, ces peuples que les textes védiques ultérieurs appelleront les Aryens, qui apportèrent avec eux de nouvelles langues, de nouvelles pratiques religieuses, une culture fondamentalement différente. Vers 1900 ans avant notre ère, les grandes villes de la civilisation de l'Indus étaient abandonnées. Leurs habitants étaient partis ailleurs, vers les plaines du Gange, vers le Décan, se dispersant et se mêlant aux populations locales. L'écriture de l'Indus disparut, sans laisser de clé. Et pendant 3000 ans, cette civilisation ne fut plus qu'une couche de sol sous les champs du Punjab. Revenons en Mésopotamie, car c'est là que certains des changements les plus décisifs de l'âge du bronze ancien allaient se produire. Vers 2300 ans avant notre ère, un homme dont le nom véritable nous est inconnu et qui s'est lui-même donné le titre de Sargon, qui signifie à peu près le roi légitime, fonda le premier empire de l'histoire. Il était originaire d'Akkad, une ville dont on n'a pas encore trouvé l'emplacement exact, et il parlait akkadien, une langue sémitique différente du sumérien. Il conquit les cités-États sumériennes les unes après les autres, les intégrant dans une structure politique unifiée qui s'étendait de la côte méditerranéenne au golfe Persique. L'empire akkadien ne dura guère plus d'un siècle sous sa forme originale. Mais il établit un modèle. L'idée qu'un seul homme, un seul centre de pouvoir, pouvait contrôler une vaste étendue de territoire, administrer des populations différentes par la langue et la culture, percevoir des tribus, maintenir des garnisons, imposer une langue administrative commune. Ces idées ne disparurent pas avec l'Empire akkadien. Elles s'infiltrèrent dans la culture politique de la région et y restèrent. Après l'effondrement akkadien, qui fut peut-être en partie lié à une sécheresse prolongée vers 2200 ans avant notre ère, il y eut un retour momentané à la domination sumérienne, puis de nouvelles invasions, de nouvelles synthèses culturelles. Les Amorites, peuple des marges occidentales, s'installèrent en Mésopotamie et fondèrent plusieurs dynasties. L'une d'entre elles allait produire l'un des personnages les plus influents de toute l'histoire antique, Hammurabi de Babylone. Il régna environ de 1792 à 1750 avant notre ère. En près d'un demi-siècle, il transforma la petite ville de Babylone en capitale d'un empire qui couvrait la majeure partie de la Mésopotamie. Mais ce n'est pas sa conquête militaire qui fit de lui une figure durable, c'est son code de loi. La stèle de Hammurabi, découverte en 1901 de notre ère à Suse, où elle avait été emportée comme butin par les Élamites, est un oblong de basalte noir de 2,20 m qui porte gravés 282 articles de loi. On l'appelle souvent le premier code de loi de l'histoire, bien que ce ne soit pas tout à fait exact. Les Sumériens avaient leur propre tradition juridique, et le code d'Ur-Nammu le précède de plusieurs siècles. Mais le code de Hammurabi est le plus complet, le mieux préservé, et il eut la plus grande influence sur les systèmes juridiques ultérieurs. Il est difficile de lire ces lois avec nos yeux sans être frappé par ce qu'elles révèlent sur la société babylonienne. La rigueur des peines, la différenciation stricte entre les statuts sociaux, la position des femmes, à la fois protégée dans certains domaines et radicalement inférieure dans d'autres. Les lois commerciales, très détaillées, sur les prêts, les intérêts, les partenariats. Les lois sur la construction, qui rendent l'architecte responsable sur sa vie et celle de sa famille si une maison mal construite s'effondre. Ce n'est pas une société que nous reconnaîtrions comme juste. Mais c'est une société qui avait clairement décidé que les relations entre les individus devaient être régulées par des règles communes, connues de tous, gravées dans la pierre et exposées publiquement. Cette décision, en elle-même,
représente quelque chose d'important dans l'histoire du droit et de la gouvernance. L'âge du bronze moyen, disons entre 2000 et 1500 ans avant notre ère, fut une période de connexion croissante entre les grandes civilisations de la région. Le commerce à longue distance n'était pas nouveau. Il existait depuis le 4e millénaire, mais il s'intensifia, se systématisa, créa des réseaux de dépendance mutuelle qui allaient transformer la nature même du pouvoir politique. L'étain, indispensable pour produire le bronze, était rare. On le trouvait principalement en Afghanistan, dans le Caucase, peut-être en Anatolie, peut-être en Cornouailles britannique, selon les époques. Le cuivre, l'autre composant essentiel du bronze, venait principalement de Chypre, dont le nom même vient du grec kypros, qui signifie cuivre. Ces ressources devaient voyager sur des centaines, parfois des milliers de kilomètres, avant d'atteindre les artisans qui les transformeraient en armes, en outils, en objets de luxe. Ce commerce créait des interdépendances, mais aussi des tensions. Qui contrôlait les routes? Qui taxait les marchands? Qui protégeait les caravanes? Ces questions n'étaient pas abstraites. Elles déterminaient la richesse des royaumes, la puissance des armées, la survie des villes. Les archives de la ville marchande d'Assur, au nord de la Mésopotamie, nous ont conservé des milliers de lettres et de contrats de marchands qui opéraient aux alentours de 1900 avant notre ère. Ces textes sont d'une richesse extraordinaire. On y trouve des détails sur les prix des textiles et de l'étain, sur les créances et les dettes, sur les conflits entre associés, sur les nouvelles des routes et des marchés. Ces marchands assyriens avaient établi des comptoirs commerciaux, des karoums, dans les villes d'Anatolie, à des centaines de kilomètres de chez eux. Ils écrivaient à leurs femmes, qui géraient souvent les affaires à Assur pendant leur absence, dans un ton qui combine le professionnel et l'intime d'une manière qui nous est étonnamment familière. La femme d'un marchand écrit à son mari absent. Les enfants sont en bonne santé, la maison est bien tenue, mais l'argent manque. Un négociant se plaint à son associé que les marchandises envoyées étaient de mauvaise qualité. Un père conseille son fils sur la manière de négocier avec les autorités locales. Ces voix, vieilles de 4000 ans, nous rappellent que l'humanité fondamentale ne change pas, même si les contextes changent radicalement. Mais les voix des marchands ne sont pas les seules que nous ayons. En Égypte, le Moyen Empire, qui s'étend approximativement de 2055 à 1650 ans avant notre ère, fut une période de grande floraison littéraire. Les Égyptiens produisirent des textes qui allaient influencer non seulement leur propre culture, mais aussi, indirectement, les traditions littéraires méditerranéennes ultérieures. L'histoire de Sinoué est peut-être le texte littéraire égyptien le mieux préservé et le plus admiré. C'est le récit d'un fonctionnaire de cour qui, suite à la mort d'un pharaon et dans un moment de panique, fuit l'Égypte et se retrouve à vivre parmi les populations cananéennes de la côte méditerranéenne. Il y prospère, se marie, a des enfants, devient un chef local respecté. Mais l'Égypte lui manque. Et quand, vieillissant, il reçoit une invitation du nouveau pharaon à rentrer, il accepte avec un soulagement qu'on sent profond, sincère, pas seulement protocolaire. Ce texte dit quelque chose d'essentiel sur la manière dont les Égyptiens se percevaient. L'Égypte était le centre du monde, l'endroit où l'ordre cosmique s'incarnait, l'endroit où il faisait bon vivre et mourir. Vivre ailleurs, même dans le confort, était une forme d'exil intérieur. Revenir en Égypte, même vieux, même épuisé, c'était rejoindre l'ordre, la lumière, le juste équilibre des choses. Vers 1650 ans avant notre ère, cet équilibre fut brutalement perturbé. Des populations venues de Canaan et de Syrie, que les Égyptiens appelèrent les Hyksos, les souverains des pays étrangers, s'établirent dans le delta du Nil et finirent par contrôler une grande partie du nord de l'Égypte pendant plus d'un siècle. Pour les Égyptiens, ce fut une catastrophe mémorielle autant que politique. La violation de quelque chose de fondamental.
l'irruption du chaos dans le pays de l'ordre. Mais les Hyksos apportèrent aussi des techniques. Le cheval et le char de guerre, inconnus en Égypte auparavant. De nouveaux types d'armes, d'outils, d'instruments de musique, des nouvelles plantes cultivées. Un contact forcé avec un monde méditerranéen plus vaste et plus interconnecté que les Égyptiens n'avaient peut-être voulu le reconnaître. Et quand les pharaons de Thèbes chassèrent finalement les Hyksos, vers 1550 ans avant notre ère, et fondèrent ce qu'on appelle le Nouvel Empire, ils utilisèrent précisément les techniques militaires apprises de leurs envahisseurs pour bâtir l'empire le plus étendu que l'Égypte ait jamais connu. Le Nouvel Empire, environ 1550 à 1070 ans avant notre ère. 5 siècles pendant lesquels l'Égypte fut indubitablement l'une des plus grandes puissances du monde méditerranéen et proche-oriental. Ses armées marchèrent jusqu'en Syrie et en Nubie. Ces marchands commercèrent avec Chypre, la Crète, la côte libanaise. Ces pharaons échangèrent des lettres diplomatiques avec les rois d'Assyrie, de Babylonie, de Mitanni, d'Arzawa. Ces lettres, les archives d'Amarna, découvertes en 1887 de notre ère en Égypte moyenne, sont parmi les documents historiques les plus précieux que nous possédions pour comprendre le monde de l'âge du bronze tardif. Elles nous montrent un réseau diplomatique sophistiqué, des relations entre grandes puissances régies par des conventions précises, des échanges de cadeaux qui étaient en réalité des formes de commerce diplomatique codifiées, une rhétorique de fraternité entre rois qui masquait des rivalités réelles et des calculs précis. Un roi de Babylonie écrit au pharaon pour se plaindre qu'un cadeau de l'or n'était pas de la qualité attendue, que l'or envoyé par l'Égypte ressemblait à de la paille, une expression idiomatique pour dire qu'il était d'une pureté insuffisante. Un roi de Mitanni demande qu'on lui envoie une fille du pharaon comme épouse. Le pharaon répond qu'aucune fille égyptienne n'a jamais été donnée en mariage à un étranger. Mais il envoie d'autres cadeaux pour compenser. Ces échanges ont une qualité presque comique à nos yeux, mais ils reflètent une réalité profonde. Les grandes puissances de l'âge du bronze tardif formaient un club fermé, avec ses règles, ses protocoles, ses susceptibilités et ses ambitions soigneusement dissimulées. Parmi les pharaons du Nouvel Empire, 2 figures se détachent avec une particulière netteté. La première est Hatshepsut. Elle était la fille du pharaon Thoutmosis Ier et elle avait épousé son demi-frère Thoutmosis II. Quand celui-ci mourut, vers 1479 ans avant notre ère, son héritier désigné était un fils encore jeune. Hatshepsut devint régente. Et puis, progressivement, elle devint quelque chose d'autre. Elle prit les titres du pharaon. Elle se fit représenter avec la barbe postiche, les insignes royaux, dans les postures guerrières traditionnelles. Elle régna comme pharaon pendant environ 20 ans. Ce qui est fascinant dans l'histoire d'Hatshepsut, c'est non pas tant sa prise de pouvoir que la réaction qui vint après. Thoutmosis III, qui co-régna avec elle et lui succéda, fit systématiquement effacer son nom et ses représentations des monuments. Pas immédiatement, et peut-être pas par pur désir de revanche personnelle. Peut-être par souci dynastique, pour éliminer une anomalie dans la liste des pharaons mâles légitimes. Peut-être pour des raisons qui nous échappent entièrement. Pendant 3000 ans, Hatshepsut fut presque oubliée. Et puis les archéologues modernes reconnurent progressivement les inscriptions martelées, les visages grattés, les cartouches remplacées. Et derrière tout cela, une femme qui avait gouverné l'Égypte, qui avait mené des expéditions commerciales vers le pays de Punt sur la côte est africaine, qui avait construit l'un des plus beaux temples du monde antique, Deir el-Bahari, et qui avait choisi de se représenter comme un pharaon masculin parce que c'était le seul langage dans lequel le pouvoir absolu pouvait s'exprimer en Égypte. L'autre figure est Ramsès II,
Ramsès le Grand, qui régna pendant 66 ans, de 1279 à 1213 ans avant notre ère. Sa longévité elle-même est extraordinaire. Il survécut à de nombreux de ses fils. Il vit son empire changer autour de lui. Et il construisit, avec une frénésie qui n'a peut-être jamais été égalée, faisant graver son nom sur des monuments qu'il n'avait pas construits, réinscrivant son image partout où il pouvait. La bataille de Kadesh, vers 1275 ans avant notre ère, est peut-être la bataille la plus documentée de toute l'Antiquité. Ramsès affronta les Hittites au bord de l'Oronte, en Syrie. La bataille elle-même fut probablement indécise. Ramsès faillit y être capturé, sauvé selon ses propres textes de propagande par sa propre bravoure et l'aide du dieu Amon. Les Hittites, de leur côté, revinrent chez eux en revendiquant la victoire. Et pourtant, cette bataille indécise mena à quelque chose de remarquable. Environ 16 ans plus tard, Ramsès et le roi hittite Hattusili III signèrent un traité. On en a retrouvé des copies à la fois en égyptien hiéroglyphique et en akkadien cunéiforme, la langue diplomatique de l'époque. Ce traité de paix, de non-agression et d'extradition mutuelle des réfugiés, est souvent présenté comme le plus ancien traité international connu. Une copie de ce texte, reproduit sur une tablette d'argile, est exposée aujourd'hui au siège des Nations Unies à New York. Rappelle que la diplomatie organisée n'est pas une invention récente. Pendant que l'Égypte et les Hittites négociaient leurs frontières en Syrie, dans l'Égée, une autre civilisation atteignait son apogée. Une civilisation qui allait laisser dans la mémoire culturelle occidentale une empreinte d'une intensité particulière. Parce que c'est à travers elle, en grande partie, que l'âge du bronze allait être réinventé et mythifié par les Grecs classiques. La civilisation mycénienne, qui domina la Grèce continentale d'environ 1600 à 1200 ans avant notre ère, n'est pas la première civilisation égéenne de l'âge du bronze. Elle est précédée par les Cycladiques et surtout par les Minoens, cette civilisation de Crète si étrange et si attirante. Les Minoens. On les appelle ainsi depuis que l'archéologue britannique Arthur Evans fouilla le site de Knossos au début du XXe siècle de notre ère et décida de les nommer d'après le roi légendaire Minos. Leur propre nom, si jamais ils en avaient un collectif, nous est inconnu. Leur écriture principale, le linéaire A, n'a toujours pas été déchiffrée. Mais leur palais parle. Knossos, Phaistos, Malia, Zakros. Des complexes architecturaux vastes et labyrinthiques, sans fortifications extérieures, organisés autour d'une cour centrale, avec des magasins, des ateliers, des salles de cérémonie, des appartements privés. Des fresques d'une fraîcheur et d'une vitalité extraordinaire sur les murs, des dauphins dans une mer d'azur, des jeunes gens sautant par-dessus des taureaux, des processions de femmes en robes à volants et coiffures élaborées. Ces fresques ont quelque chose de déconcertant. Leur légèreté, leur grâce, leur goût pour le mouvement et la couleur semblent appartenir à un monde bien différent des représentations solennelles et hiératiques de l'Égypte ou des images de guerre et de chasse qui dominent l'art mésopotamien. On a parfois été tenté d'y lire une sorte d'innocence, une joie de vivre pré-homérienne, un paradis avant la violence. Mais c'est sans doute une projection romantique. Les Minoens commerçaient, dominaient leurs voisins, pratiquaient des rituels dont certains avaient peut-être une dimension violente. Le sceau du taureau, s'il était réel et pas seulement symbolique, était certainement dangereux. Vers 1400 ans avant notre ère, quelque chose se produisit dans le monde minoen. Les palais furent détruits. Beaucoup ne furent jamais reconstruits. Knossos survécut encore quelques siècles, mais sous une domination mycénienne, et le linéaire A fut remplacé par le linéaire B, une adaptation de l'écriture minoenne pour noter le grec. Ce déclin minoenne fut-il causé par l'éruption cataclysmique du volcan de Santorin, qui se produisit peut-être vers 1600 ou 1500 ans avant notre ère, envoyant des tsunamis sur les côtes crétoises et projetant dans l'atmosphère des millions de tonnes de cendres
qui obscurcirent le ciel pendant des mois. Fut-il le résultat de conquêtes mycéniennes, d'une révolte interne, d'une combinaison de facteurs? Le débat reste ouvert. Et peut-être la réponse, comme souvent dans l'histoire, est-elle dans la combinaison, dans l'accumulation de fragilités qui font qu'une civilisation ne peut plus absorber le prochain choc. Les Mycéniens qui héritèrent de l'espace égéen étaient une civilisation guerrière dans une mesure que les Minoens ne semblaient pas l'être. Leurs palais, à Mycène, à Tirynthe, à Pylos, à Thèbes, étaient fortifiés de murs cyclopéens, des blocs de pierre si massifs que les Grecs classiques ultérieurs pensèrent qu'ils n'avaient pu être construits que par des géants, les Cyclopes. Ces guerriers mycéniens conduisaient des chars, portaient de lourdes armures de bronze, enterraient leurs morts avec des quantités impressionnantes d'objets précieux. Les tombes à Phos de Mycène, découvertes par Heinrich Schliemann en 1876 de notre ère, contenaient des masques funéraires en or, des lames en argent incrustées, des coupes ornementées. Schliemann, convaincu d'avoir trouvé les tombes des héros de l'Iliade, télégrapha à tort au roi de Grèce qu'il avait contemplé le visage d'Agamemnon. Les tombes étaient en réalité antérieures d'environ 3 siècles à la guerre de Troie, si celle-ci eut bien lieu. Car Troie. On ne peut parler de la civilisation mycénienne sans s'arrêter sur cette question. La ville de Troie existait. On l'a retrouvée, à Hisarlik, en Turquie moderne, une colline qui cache les restes superposés d'au moins 9 villes différentes, construites l'une sur l'autre sur plusieurs millénaires. L'une de ces couches, 3-7A, datée d'environ 1200 ans avant notre ère, montre des traces de destruction violente et d'incendie. Est-ce là la Troie d'Homère? Peut-être. Probablement il y eut des conflits mycéniens en Anatolie, pour le contrôle des routes commerciales à travers les détroits de l'Hellespont, pour le butin, pour la gloire. La guerre de Troie homérique est probablement une synthèse épique de plusieurs conflits réels, amalgamés et transformés par des siècles de récitation orale avant d'être mis par écrit vers le 8e siècle avant notre ère. Ce qui est sûr, c'est que vers 1200 ans avant notre ère, la civilisation mycénienne entra dans une crise profonde. Les palais furent abandonnés ou détruits. L'écriture linéaire B disparut. La population de la Grèce continentale chuta de manière significative. Les réseaux commerciaux à longue distance qui avaient alimenté la prospérité mycénienne se rompirent. Ce n'est pas un phénomène isolé. Entre 1200 et 1150 ans avant notre ère, pratiquement tout le monde méditerranéen entra dans une période de crise simultanée. L'empire hittite s'effondra. Les grandes villes de la côte syrienne furent détruites. L'Égypte fut attaquée par des groupes de migrants et de guerriers que les textes égyptiens appellent les peuples de la mer, et qu'elle repoussa avec difficulté avant de connaître elle-même une période de déclin prolongé. Ugarit, cette cité-État prospère du nord de la Syrie, qui était un carrefour majeur du commerce méditerranéen, fut brûlée vers 1885 ans avant notre ère et ne fut jamais reconstruite. Quelqu'un ou quelque chose avait brisé le système. Qui étaient ces peuples de la mer? On les a identifiés, selon les sources égyptiennes, comme comprenant des groupes appelés les Pélésètes, les Djeker, les Shekelesh, les Danuna et d'autres. Certains historiens ont proposé d'y voir des Mycéniens déplacés, des Anatoliens fuyant la destruction de leur propre ville, des populations des Balkans en mouvement. La réalité fut probablement une combinaison chaotique de groupes différents, mis en mouvement par des pressions qui venaient elles-mêmes d'autres perturbations, dans une cascade de crises qui se renforçaient mutuellement. Les facteurs proposés pour expliquer l'effondrement de l'âge du bronze tardif sont nombreux. Les tremblements de terre, dont il y eut effectivement une série intense dans la région méditerranéenne à cette époque, les changements climatiques, avec des données palynologiques suggérant une sécheresse prononcée dans l'Est méditerranéen vers 1200 avant notre ère. La désintégration des réseaux commerciaux,
qui rendit les civilisations hautement spécialisées et interdépendantes de l'âge du bronze vulnérables à des ruptures d'approvisionnement. Les conflits internes, les révoltes sociales, peut-être des épidémies. Ce qui est remarquable, c'est la simultanéité. Comment une crise peut-elle abattre tant de civilisations différentes, dans des régions différentes, dans une fenêtre temporelle d'à peine un siècle ou deux? La réponse la plus convaincante est celle de l'interdépendance systémique. Les civilisations de l'âge du bronze tardif n'étaient pas des entités séparées. Elles étaient les nœuds d'un réseau complexe d'échanges, de dépendances, de flux d'informations et de matériaux. Quand ce réseau commença à se dégrader en un point, les effets se propagèrent. Et quand les effets se propagèrent, les vulnérabilités de chaque nœud se révélèrent. Les historiens modernes ont parfois utilisé l'expression « système-monde » pour décrire cette première économie méditerranéenne interconnectée. C'est peut-être anachronique, peut-être trop chargé de résonance théorique. Mais il y a quelque chose d'instructif dans cette comparaison. Les fragilités d'un système intégré ne sont pas toujours visibles en temps normal. Ce sont les crises qui les révèlent. Mais revenons un peu en arrière, car nous avons jusqu'ici surtout parlé du croissant fertile et de la Méditerranée. L'âge du bronze, comme période historique, est un phénomène global, même si son début et ses caractéristiques varient d'une région à l'autre du monde. En Chine, les premières dynasties de l'âge du bronze apparurent dans la plaine centrale du fleuve Jaune. La tradition chinoise ancienne parle de dynasties légendaires préhistoriques, les 3 souverains et les 5 empereurs, avant d'arriver aux dynasties Xia, Shang et Zhou, qui appartiennent à l'histoire proprement dite, même si leurs contours restent encore en partie flous. La dynastie Shang, qui régna sur le nord de la Chine d'environ 1600 à 1046 ans avant notre ère, est la première à laisser des traces archéologiques abondantes et des textes contemporains. Ces textes sont d'une nature particulière. Ce sont des os divinatoires, des plastrons de tortues et des omoplates de bœuf sur lesquels des questions étaient gravées, puis chauffées jusqu'à ce qu'ils se craquellent, et les fissures interprétées comme la réponse des esprits ancestraux. Ces os divinatoires sont d'une valeur historique considérable. Ils nous donnent des informations sur la structure politique de la société Shang, sur ses rituels, ses guerres, ses récoltes, ses sacrifices. Car la société Shang pratiquait les sacrifices humains à une échelle qui n'a pas d'équivalent dans les autres civilisations de l'âge du bronze de la même époque. Des dizaines, parfois des centaines de prisonniers de guerre étaient exécutés lors des funérailles royales, lors des cérémonies de consécration des bâtiments, lors des rites ancestraux. Le bronze lui-même, dans la Chine Shang, avait une signification différente de celle qu'il avait au Proche-Orient ou en Méditerranée. Il était réservé quasi exclusivement aux objets rituels et cérémoniels. Des vases, des cloches, des récipients pour les offrandes. Leur forme était codifiée, leur décoration régie par des conventions précises. Le bronze n'était pas principalement une matière pour les armes ou les outils. Il était le support matériel de la communication avec les ancêtres. Cette différence de rapport au métal est révélatrice d'une différence plus profonde de vision du monde. Dans la Chine Shang, le pouvoir du roi tenait pour une large part à sa capacité à communiquer avec les esprits ancestraux, à interpréter leurs messages, à garantir leur bienveillance envers la communauté. Le rituel était politique. Le religieux et le gouvernemental formaient un seul et même espace. Vers 1046 ans avant notre ère, la dynastie Shang fut renversée par les Zhou, une puissance venue de l'Ouest, des marges moins développées du monde chinois de l'époque. Les Zhou justifièrent leur conquête par le concept du mandat du ciel, l'idée que les dieux accordaient le droit de gouverner à un souverain vertueux et le lui retiraient s'il devenait oppresseur et corrompu. Ce concept allait structurer la pensée politique chinoise pour les millénaires suivants.
Revenons maintenant à une région que nous avons à peine effleurée, l'Anatolie, ce vaste plateau qui occupe l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. L'Anatolie était au cœur des réseaux de l'âge du bronze pour une raison simple. Elle était à la croisée des routes, entre la Mésopotamie et l'Égée, entre la mer Noire et la Méditerranée, entre les gisements de minerais des montagnes et les plaines agricoles des grandes rivières. C'est en Anatolie que fleurit, entre environ 2000 et 1200 ans avant notre ère, l'Empire hittite. Les Hittites parlaient une langue indo-européenne, probablement l'une des plus anciennes que nous connaissions dans ce groupe linguistique. Ils avaient leur propre écriture cunéiforme, adoptée des Mésopotamiens et adaptée à leur langue. Ils avaient une tradition juridique complexe, des codes de loi qui se distinguent de ceux de la Mésopotamie par une relative clémence dans les peines, privilégiant souvent la compensation financière à la mutilation ou à la mort. Les Hittites sont intéressants pour plusieurs raisons. Ils furent parmi les premiers à utiliser systématiquement le fer, même si cela ne suffit pas à les définir. Le fer hittite n'était pas encore le fer de l'âge du fer proprement dit. C'était un métal rare, précieux, réservé aux objets de prestige et aux cadeaux diplomatiques, pas encore massivement utilisé pour les armes et les outils. Mais la connaissance de sa métallurgie, liée peut-être à leur contrôle de territoires riches en minerais, leur donnait un avantage symbolique autant que matériel. Les Hittites furent aussi des guerriers remarquables et des diplomates habiles. Ils maîtrisèrent l'art du char de guerre à une époque où cette technologie définissait la puissance militaire. Leurs batailles contre l'Égypte, dont Kadesh est l'exemple le plus connu, et leurs expansions vers la Syrie, la Mésopotamie du Nord et la côte levantine, firent d'eux l'une des 3 ou 4 grandes puissances qui se partageaient l'influence sur le monde de l'âge du bronze tardif. Et puis, vers 1200 ans avant notre ère, l'empire hittite s'effondra. La capitale Hattusa fut incendiée et abandonnée. Les textes cessèrent. La continuité politique se brisa. Ce qui avait été un empire organisé se fragmenta en petits royaumes néo-hittites qui survécurent encore quelques siècles dans le sud-est de l'Anatolie et le nord de la Syrie, mais sans retrouver jamais l'ampleur de l'empire d'origine. Dans cette période troublée, entre la fin de l'âge du bronze et le début de ce que les historiens appellent parfois le Dark Age méditerranéen, un peuple mérite une mention particulière. Les Phéniciens, ou plutôt les habitants des cités-États de la côte libanaise, Tyr, Sidon, Byblos, qui continuèrent à commercer et à naviguer pendant les siècles sombres qui suivirent l'effondrement, et qui joueraient un rôle crucial dans la renaissance méditerranéenne de l'âge du fer. Ces marchands navigateurs de la côte levantine avaient un avantage décisif. Ils étaient des spécialistes. Leur territoire était étroit, serré entre la mer et les montagnes. Ils ne pouvaient pas se nourrir par l'agriculture seule. Ils devaient commercer pour vivre. Et ils avaient développé un savoir-faire maritime exceptionnel. Des réseaux de contacts dans tout le bassin méditerranéen. Une capacité à adapter leurs produits et leurs services aux besoins locaux. Les Phéniciens avaient également quelque chose d'autre, une écriture. Leur alphabet consonantique, de 22 lettres, dérivait probablement d'une tradition proto-sinaïtique encore antérieure, elle-même influencée par les hiéroglyphes égyptiens. Cet alphabet était d'une simplicité et d'une efficacité remarquables, comparé au système cunéiforme ou hiéroglyphique. Il pouvait être appris rapidement, utilisé par des marchands sans formation de scribes spécialisés. Les Grecs l'adoptèrent et l'adaptèrent en ajoutant des signes pour les voyelles, créant l'alphabet grec, dont dérivèrent ensuite l'alphabet latin, le cyrillique et finalement presque tous les systèmes alphabétiques du monde. Un marchand phénicien qui griffonnait une liste de marchandises sur un tesson de poterie ne savait pas qu'il transmettait à l'humanité l'un de ses outils intellectuels les plus durables. Revenons un instant à la question du bronze lui-même.
car ce métal est au cœur de tout ce dont nous parlons. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, généralement dans des proportions d'environ 9 parts de cuivre pour une part d'étain. C'est un métal dur, résistant, qui tient un tranchant bien meilleur que le cuivre pur ou la pierre. Il peut être fondu et refondu, coulé dans des moules, martelé à froid pour augmenter sa dureté. Et il peut être produit avec une relative régularité si l'on dispose des matières premières. Le problème est précisément dans ceci. Le cuivre et l'étain ne se trouvent pas aux mêmes endroits, et leurs sources principales sont souvent très éloignées des centres de consommation. Produire du bronze impliquait donc, dès le début, des chaînes d'approvisionnement longues et complexes, des réseaux commerciaux, des relations diplomatiques, des accords de passage. C'est une des raisons pour lesquelles le bronze resta longtemps un métal de luxe et de pouvoir. Produire une épée en bronze, une hache de combat, un casque, nécessitait des ressources que les sociétés sans accès aux réseaux commerciaux ne pouvaient pas se permettre. Le bronze créait de la hiérarchie. Ceux qui le contrôlaient, les rois, les palais, les temples, disposaient d'un avantage militaire et symbolique considérable sur ceux qui n'y avaient pas accès. Mais le bronze était aussi un métal de civilisation dans un sens plus profond. Sa production nécessitait une spécialisation du travail. Des mineurs pour extraire le minerai, des fondeurs pour le traiter, des marchands pour le transporter, des artisans pour le façonner en objets utiles ou précieux. Chacun de ces groupes avait ses compétences, ses savoirs transmis de génération en génération, ses réseaux professionnels. Un atelier de fondeur à l'âge du bronze. Imaginez la scène. Une structure ouverte, probablement, pour laisser sortir la fumée. Des soufflets actionnés par des assistants pour attiser la chaleur du feu. Des creusets en argile résistant à la chaleur, remplis de métal en fusion qui brille d'un orange presque blanc. L'odeur âcre du charbon de bois, du métal surchauffé, de la transpiration. Le son régulier des soufflets, le crépitement du feu, le sifflement quand un outil est plongé dans l'eau pour le refroidir. Le fondeur lui-même était quelqu'un d'important dans sa communauté. Son savoir était précieux et difficile à acquérir. La métallurgie avait une dimension quasi magique. Transformer de la roche brute en métal brillant par le feu semblait relever du miracle ou de la puissance divine. Dans de nombreuses cultures, les forgerons et les fondeurs étaient entourés d'un prestige ambigu, à la fois admirés pour leurs compétences et craints pour leur proximité avec des forces mystérieuses. Dans la mythologie grecque ultérieure, le dieu forgeron est Héphaïstos, boiteux, laid, mais doué d'un talent incomparable. Dans les mythologies nordiques, les nains et les elfes sont les maîtres de la métallurgie. Ces associations persistantes entre l'artisan métallurgiste et le monde surnaturel reflètent peut-être quelque chose de réel dans la perception que les sociétés anciennes avaient de ces praticiens du feu. Il y avait aussi dans l'âge du bronze une technologie qui changea le rapport des sociétés humaines à la guerre et à la mobilité, d'une manière peut-être comparable à ce que le moteur à vapeur allait faire au XIXe siècle de notre ère. Le cheval domestiqué et le char de combat. Le cheval avait été domestiqué dans les steppes de l'Eurasie, probablement dans la région des actuels Kazakhstan et Ukraine, aux alentours de 4000 ans avant notre ère. D'abord utilisé comme source de nourriture, il fut progressivement reconnu comme une bête de traction et de transport. Mais c'est son association avec le char de guerre qui allait transformer les dynamiques militaires et politiques de l'âge du bronze. Le char de guerre n'est pas une invention unique. Il fut développé indépendamment, ou presque, dans plusieurs régions et perfectionné progressivement. Mais dans sa forme mature, le char léger à 2 roues à rayons, tiré par 2 chevaux dressés, conduit par un aurige pendant qu'un archer ou un lancier se battait depuis la plateforme, représentait une combinaison de vitesse, de mobilité et de puissance de feu
qui n'avaient pas d'équivalent sur le champ de bataille. Les armées à chars étaient coûteuses. Un char, ses chevaux, son équipement, son entretien représentaient un investissement considérable. Les chevaux de guerre devaient être nourris, soignés, entraînés. Les auriges et les combattants à chars étaient des spécialistes hautement qualifiés. Tout cela impliquait des ressources centralisées, des structures administratives capables de gérer l'élevage, la logistique, la formation. En d'autres termes, l'armée à chars n'était possible que dans une société qui avait déjà atteint un certain niveau d'organisation politique et économique. Et en retour, la possession d'armées à chars renforçait les États centraux au détriment des formations sociales plus décentralisées. La technologie militaire et la structure politique se renforçaient mutuellement. Ce n'est pas anodin. Beaucoup des grandes monarchies de l'âge du bronze tardif, l'Égypte des Ramsès, l'Empire hittite, les royaumes mitanniens et assyriens, doivent une partie de leur pouvoir à leur capacité à maintenir des flottes de chars et à les déployer avec une discipline tactique. La guerre à chars n'est pas seulement une prouesse technique, c'est un symptôme d'un certain type de société. Il faut maintenant parler d'une civilisation que nous avons à peine mentionnée jusqu'ici, mais qui allait jouer un rôle pivot dans la transmission du legs de l'âge du bronze vers le monde de l'âge du fer et de l'Antiquité classique. Les peuples sémitiques du Levant, et particulièrement ceux qui allaient devenir Israël et Juda. La région de Canaan, qui correspond approximativement à l'actuelle Israël-Palestine plus le Liban et la Syrie côtière, était au carrefour de toutes les grandes civilisations de l'âge du bronze. Elle était sous influence égyptienne pendant certaines périodes, hittite pendant d'autres, mésopotamienne d'autres encore. Elle était traversée par des routes commerciales, habitée par les populations mélangées, parlant des langues apparentées, pratiquant des cultes locaux variés autour de divinités comme Baal, Anat, El. Les textes bibliques, même si leur mise par écrit définitive est bien plus tardive que l'âge du bronze, conservent des traces de mémoire qui remontent peut-être à cette époque. Les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, qui vivent comme des pasteurs semi-nomades dans un monde de cités-États cananéennes, reflètent peut-être quelque chose de la réalité sociale du deuxième millénaire avant notre ère. L'Exode, la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Quel qu'en soit le noyau historique, se situe dans un contexte qui correspond à l'Égypte du Nouvel Empire. Ce qui est certain, c'est que dans les siècles qui suivirent l'effondrement de l'âge du bronze, dans ce Dark Age qui occupe approximativement le XIIe et le XIe siècle avant notre ère, des communautés apparentées aux populations cananéennes consolidèrent leur identité dans les hautes terres de Canaan et développèrent progressivement une théologie monothéiste, ou du moins hénothéiste, qui allait avoir des conséquences incalculables pour l'histoire de l'humanité. L'idée d'un Dieu unique, universel, non représentable par une image, qui avait conclu une alliance avec un peuple particulier, mais qui était en même temps le créateur de tout ce qui existe, était révolutionnaire dans le contexte de l'âge du bronze et de ses panthéons locaux. Elle ne surgit pas du néant. Elle fut le produit d'un long processus de réflexion théologique, d'adaptation à des circonstances politiques changeantes, de contact et de conflit avec d'autres traditions religieuses. Mais son émergence dans les siècles qui suivirent l'effondrement de l'âge du bronze allait changer le monde d'une manière qu'aucun roi, aucun empire, aucune armée de chars n'avait pu faire. Mais avant de quitter définitivement l'âge du bronze, il faut s'arrêter sur quelques aspects de la vie quotidienne que nous avons jusqu'ici peut-être trop vite survolés. Car les grandes civilisations ne sont pas seulement des pharaons, des empires et des batailles. Elles sont aussi des gens ordinaires qui mangent, dorment, aiment, se disputent, font la fête, élèvent des enfants. Imaginez un village agricole dans la plaine mésopotamienne vers 1500 ans avant notre ère. Les maisons sont en briques de terre crue, blanchies à la chaux pour réfléchir la chaleur.
Les toits sont plats et servent de terrasse où les familles dorment la nuit pendant les mois chauds. Le matin commence avant l'aube, quand il fait encore frais, avec la traite des chèvres, le nettoyage de l'étable, la préparation de la galette d'orge sur une pierre chauffée. Les femmes de ce village avaient des responsabilités économiques réelles. Elles filaient la laine, tisaient le lin, fabriquaient des vêtements qui pouvaient être vendus ou troqués. Dans les villes, certaines femmes dirigeaient des cabarets, tenaient des commerces, prêtaient de l'argent. Les textes juridiques babyloniens mentionnent des femmes commerçantes, des femmes propriétaires de terres, des femmes qui plaidaient devant les tribunaux. Cela ne veut pas dire que la société de l'âge du bronze était égalitaire selon nos critères modernes. Elle ne l'était pas. Les femmes étaient généralement sous l'autorité de leur père d'abord, de leur mari ensuite. Leur liberté de mouvement et de décision était limitée par des conventions sociales strictes. Leur témoignage en justice valait moins que celui d'un homme. Mais à l'intérieur de ces contraintes, il y avait une agentivité réelle, des espaces de décision, des formes de pouvoir quotidien qui ne se lisent pas toujours dans les grandes inscriptions royales. Les enfants de l'âge du bronze jouaient. On a retrouvé des jouets dans les sites archéologiques, des figurines d'animaux en argile, des poupées, des osselets. Ils étaient mis au travail jeunes, dès 8 ou 10 ans pour les tâches légères, mais l'enfance n'était pas entièrement absente. Dans les familles aisées, ils allaient à l'école. Dans les familles paysannes, ils apprenaient en observant leurs parents. Les fêtes religieuses marquaient l'année de leur rythme. En Mésopotamie, le Nouvel An était célébré lors d'une cérémonie majeure appelée l'Akitou, qui durait plusieurs jours. Le roi devait se soumettre à un rituel d'humiliation devant le dieu Marduk, déclarant qu'il n'avait pas failli à ses devoirs avant que sa légitimité soit renouvelée. Des processions, de la musique, des banquets et probablement une liberté rituelle plus grande pour les couches ordinaires de la population. En Égypte, le calendrier religieux était tout aussi chargé. Les fêtes d'Opet, qui commémoraient la fusion de Amon avec le Ka royal, duraient des semaines et attiraient des foules de toute la région à Thèbes. Des rations de nourriture et de bière étaient distribuées à la population. Les statues divines étaient sorties des sanctuaires dans leurs barques sacrées et portées en procession devant la foule. Le contact, même indirect, avec le divin était rendu possible à tous. La musique, la danse, la bière. La bière mérite une mention spéciale dans le contexte de l'âge du bronze proche-oriental. C'était la boisson de base, plus sûre à boire que l'eau dans les villes denses où la contamination était fréquente. Les Sumériens avaient une déesse de la bière, Ninkasi, et un hymne qui décrit en détail les étapes de sa fabrication. La bière était distribuée comme ration aux travailleurs, soldats et artisans. Elle jouait un rôle central dans les rituels d'hospitalité et dans les rites funéraires. Un monde sans alcool de fermentation serait, pour l'âge du bronze proche-oriental, un monde presque inconcevable. La médecine de l'âge du bronze était un mélange de pratiques empiriques, souvent efficaces, et de croyances magico-religieuses. Les médecins babyloniens connaissaient des centaines de plantes médicinales et leurs propriétés. Ils pratiquaient l'examen des malades, prenaient leur pouls, observaient la couleur de leur urine, notaient leurs symptômes. Mais ils interprétaient aussi les maladies comme les signes d'une punition divine ou d'une malédiction. Et leur traitement combinait des remèdes à base de plantes avec des formules d'exorcisme et des prières. En Égypte, les papyrus médicaux, comme le papyrus Ebers ou le papyrus Edwin Smith, datés du début du 2e millénaire avant notre ère, bien qu'ils reflètent peut-être des traditions encore plus anciennes, montrent une médecine plus systématique, capable de décrire des cas cliniques, de proposer des diagnostics, de distinguer entre des affections traitables et des affections pour lesquelles le médecin ne peut rien faire. Le papyrus Edwin Smith, en particulier, contient des descriptions de traumatismes crâniens et de lésions de la moelle épinière d'une précision remarquable.
Ces textes médicaux disent quelque chose d'important sur les sociétés qui les ont produits. Une société qui consigne par écrit ses savoirs médicaux, qui les organise, qui les transmet, est une société qui a décidé que l'accumulation du savoir avait une valeur en elle-même, au-delà de l'utilité immédiate. C'est une décision culturelle qui n'est pas évidente. Elle suppose une certaine idée du temps, de la continuité, de la transmission intergénérationnelle. L'éducation, dans les sociétés de l'âge du bronze, était inégalement répartie. Les scribes formaient une élite technique qui occupait une position privilégiée dans la hiérarchie sociale. Savoir écrire et lire le cunéiforme ou les hiéroglyphes prenait des années d'apprentissage intensif. Ceux qui le maîtrisaient avaient accès à des positions d'administration, de religion, de commerce, qui restaient fermées aux illettrés. Mais il faut nuancer l'image d'une littératie entièrement réservée à l'élite. Dans les villes marchandes comme Ugarit, où les échanges commerciaux nécessitaient de tenir des comptes et de rédiger des contrats, une certaine maîtrise de l'écriture semble avoir été plus répandue qu'on ne le pensait. Les archives d'Ugarit montrent des textes dans plusieurs langues différentes, du cunéiforme babylonien à une écriture alphabétique locale, témoignant d'un environnement multilingue et probablement d'une littératie plus diffuse que dans les grandes monarchies centralisées. Les langues, justement. L'âge du bronze est une période de très grande diversité linguistique, et en même temps de développement de langues franches qui permettaient la communication entre des peuples parlant des idiomes différents. L'akkadien jouait ce rôle de lingua franca diplomatique et commercial dans le Proche-Orient du deuxième millénaire, un peu comme le français au XVIIIe siècle de notre ère ou l'anglais aujourd'hui. Des scribes en Égypte, en Anatolie, à Chypre, apprenaient l'akkadien non parce que c'était leur langue maternelle, mais parce qu'ils en avaient besoin pour correspondre avec le reste du monde. Cette réalité linguistique reflète une vérité plus profonde sur l'âge du bronze tardif. Malgré les guerres, les rivalités et les tensions, les grandes civilisations de cette époque étaient reliées par des fils invisibles, mais réels. Les ambassadeurs voyageaient de cour en cour. Les marchands traversaient des milliers de kilomètres. Les artisans spécialisés, comme les métallurgistes ou les fabricants de verre, se déplaçaient là où on avait besoin de leurs compétences. Les idées, les techniques, les formes artistiques circulaient avec eux. On trouve des scarabées égyptiens dans les tombes mycéniennes, des céramiques crétoises dans les ports levantins, des lapis-lazuli d'Afghanistan dans les bijoux de Mésopotamie, des ambres baltes dans les sépultures du Proche-Orient. Chacun de ces objets est un fil dans un réseau, la trace d'une connexion, d'un voyage, d'un échange. Cette interconnexion avait une beauté et une fragilité simultanées. Sa beauté était dans la diversité qu'elle permettait, dans la richesse des mélanges, dans l'enrichissement mutuel. Sa fragilité était dans la dépendance qu'elle créait. Une civilisation qui importe ses matières premières essentielles de l'autre bout du monde méditerranéen est une civilisation qui peut être gravement affectée si ses routes se ferment. C'est cette fragilité qui se révéla lors de l'effondrement de l'âge du bronze tardif. La catastrophe n'était pas seulement militaire ou climatique, elle était aussi systémique. Quand les routes commerciales se fermèrent, quand les échanges diplomatiques cessèrent, quand les réseaux d'approvisionnement en cuivre et en étain se rompirent, les civilisations qui dépendaient de ces flux pour maintenir leurs armées, leurs artisans, leurs scribes et leurs prêtres, se retrouvèrent dans une spirale de simplification dont certaines ne se remirent jamais. Après l'effondrement, il y eut des siècles plus sombres. Pas entièrement sombres, car l'obscurité totale n'existe pas en histoire humaine, mais plus simples, moins interconnectés, moins urbains, moins lettrés. Les populations des régions touchées diminuèrent, les villes furent abandonnées ou réduites à des villages. L'écriture disparut dans certaines régions, les techniques spécialisées se perdirent. Et pourtant, dans cette obscurité partielle, quelque chose se passait.
Le fer, ce métal qui était rare et précieux à l'âge du bronze, commença à être produit de manière plus régulière et plus diffuse. Non plus comme métal de luxe, mais comme matière première pour les outils et les armes. Le fer était moins performant que le bronze de haute qualité, mais il avait un avantage décisif. Ses sources étaient infiniment plus communes. Il n'y avait pas besoin de routes commerciales complexes pour s'approvisionner en minerais de fer. On en trouvait partout ou presque. La démocratisation du métal changea les équilibres sociaux. Quand tout le monde peut avoir une hache de fer, la hache cesse d'être un marqueur de richesse et de pouvoir. Quand le paysan peut se fabriquer des outils en fer au village, sa dépendance envers les ressources centralisées du palais diminue. Le fer fut, paradoxalement, un facteur de décentralisation du pouvoir, après les siècles de centralisation qu'avait connu l'âge du bronze. Mais c'est une autre histoire. L'âge du fer naissant est déjà au-delà des frontières de ce que nous racontons ce soir. Ce que nous retenons de l'âge du bronze, c'est peut-être avant tout ceci. C'était l'époque où l'humanité apprit, pour la première fois, ce que signifiait vivre dans des sociétés complexes. Des sociétés avec des hiérarchies, des règles, des institutions, des spécialisations. Des sociétés qui pouvaient mobiliser des dizaines de milliers de personnes pour un projet commun, qu'il s'agisse de construire une pyramide, d'irriguer une plaine ou de mener une armée. C'était une époque d'invention. L'écriture, les mathématiques, la cartographie, l'astronomie, la médecine, la jurisprudence, la diplomatie. Tous ces domaines qui semblent si naturels à nos yeux ont eu un début, un moment où quelqu'un les a inventés ou découverts, où quelqu'un a compris qu'on pouvait fixer des sons sur une surface solide, que les astres se déplaçaient selon des patterns prévisibles, que les maladies avaient des causes observables. C'était aussi une époque de violence. De guerre, de conquête, d'esclavage, de sacrifices humains, de famine et d'épidémies. L'âge du bronze n'était pas un paradis. C'était un monde humain, avec tout ce que cela implique de grandeur et de brutalité. Et c'était une époque de connexion. Un monde où des produits, des idées, des techniques, des personnes circulaient sur des distances que nous aurions du mal à imaginer si nous ne les connaissions pas. Un monde où un scribe égyptien pouvait lire une lettre en akkadien envoyée depuis l'Anatolie. Où une poupée crétoise pouvait se retrouver dans une tombe mycénienne. Où les dieux d'une ville pouvaient être adoptés par une autre, renommés, réinterprétés, enrichis d'une nouvelle mythologie. Les siècles passèrent. Les empires s'effondrèrent. Les villes furent recouvertes de terre. Les langues moururent. Les écrits s'effacèrent ou restèrent illisibles pendant des millénaires. Et puis, progressivement, à partir du XIXe siècle de notre ère, des hommes et des femmes armés de pioches, de pinceaux et d'une curiosité insatiable commencèrent à gratter la terre et à retrouver ces mondes perdus. Champollion déchiffra les hiéroglyphes en 1822. Rawlinson et ses collègues déchiffrèrent le cunéiforme dans les années 1840. Schliemann fouilla Troie et Mycène dans les années 1870. Evans découvrit Knossos en 1900. Marshall fouilla Mohenjo-Daro dans les années 1920. Chacune de ces découvertes fut comme une fenêtre qui s'ouvrait soudainement sur une pièce qu'on croyait vide. Et ce qui était dans ces pièces, c'était de l'humanité, de la vraie humanité. Des gens qui s'inquiétaient de leurs enfants, qui négociaient des affaires, qui pleuraient leur mort, qui remerciaient leur Dieu pour une bonne récolte, qui rêvaient de leur maison quand ils étaient loin, qui construisaient des monuments pour durer plus longtemps qu'eux. Le déchiffrement du linéaire B, accompli par Michael Ventris en 1952 de notre ère, révéla que les tablettes mycéniennes n'étaient pas des textes épiques ou religieux. C'étaient des listes, des inventaires de réserves de bronze, de jarres d'huile, de troupeaux de brebis. Les Mycéniens dont nous avons retrouvé les archives écrites étaient des bureaucrates, pas des poètes. Leurs Achilles et leurs Ulysses, s'ils existèrent, ne laissèrent pas de tablettes. Cette découverte fut, pour certains, une déception.
Mais pour qui y réfléchit un moment, elle est au contraire une révélation. La vie réelle de ces gens n'était pas dans les épopées, que celles-ci soient postérieures ou non. Elle était dans ces colonnes de chiffres et de noms, dans ces enregistrements méticuleux de ce qui entrait et sortait des magasins du palais. L'épopée est la mémoire transformée, sublimée, embellie. Les tablettes, c'est la vie telle qu'elle était. La question de la mémoire est au cœur de tout ce que nous avons raconté ce soir. Comment une civilisation se souvient-elle et de quoi? Les Égyptiens construisirent des monuments pour défier le temps. Les Mésopotamiens gravèrent leurs lois et leurs annales dans la pierre et l'argile. Les Hittites signèrent des traités et les conservèrent dans leurs archives. Les Mycéniens tinrent leurs comptes. Chaque civilisation développa sa propre façon de résister à l'oubli, sa propre stratégie de permanence. Et pourtant, toutes furent oubliées. Pas définitivement, pas totalement, mais suffisamment pour que leur langue soit incompréhensible pendant des millénaires, pour que leurs noms disparaissent de la mémoire collective. L'Assyrien qui gravait son nom dans la pierre pour l'éternité ne savait pas que son éternité n'avait qu'une durée limitée. Le scribe hittite qui dictait les clauses d'un traité ne savait pas que dans 200 ans, l'empire qui lui donnait son sens serait de la poussière. Il y a une humilité profonde à apprendre de l'âge du bronze. Non pas parce que ces civilisations auraient échoué, mais précisément parce qu'elles furent grandes, parce qu'elles produisirent des systèmes d'une complexité remarquable, des œuvres d'une beauté durable, des idées qui traversèrent les millénaires. Et malgré tout cela, le temps les emporta. Mais pas entièrement, car nous voilà ce soir à parler d'Hammurabi et d'Hatchepsout, de Sargon et d'Imhotep, d'Uruk et de Knossos. Leurs noms résonnent encore. Leurs constructions s'élèvent encore dans le sable et le désert. Leurs textes se lisent encore, pour qui prend la peine d'apprendre leur langue morte. Et leurs questions, les questions sur le pouvoir et la justice, sur la mort et l'éternité, sur la façon de vivre ensemble dans des sociétés complexes, ce sont encore nos questions. L'âge du bronze n'est pas terminé, pas vraiment. Il est entré dans le sol et nous marchons sur lui. Il est entré dans les livres et nous le lisons. Il est entré dans nos intuitions les plus profondes sur ce que signifie gouverner, commercer, croire, construire. Les premières grandes civilisations ne sont pas derrière nous dans le temps. Elles sont dans la fondation sur laquelle nous sommes debout. Et cette fondation est faite de métal, de pierre, d'argile et d'encre, de contes et de poèmes, de traités et de prières, de visages d'or dans des tombes oubliées, de listes de moutons gravés dans une tablette vieille de 4000 ans. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans cette continuité, même à travers les ruptures. Les empires tombent, les villes brûlent, les langues meurent. Mais quelque chose passe. Un geste, une technique, une idée, une obsession fondamentale qui appartient à l'espèce entière et pas seulement à tel ou tel moment de l'histoire. Le scribe sumérien qui apprenait à tracer ses signes dans l'argile fraîche, la main guidée par un maître patient dans la cour d'une école à Nippur, ne savait pas qu'il participait à quelque chose d'immense. Il apprenait son métier. Il obéissait à ses maîtres. Il espérait peut-être une belle carrière dans l'administration du temple. Il ne savait pas que son geste, répété des milliers de fois par des milliers de mains sur des milliers d'années, allait devenir l'un des fils les plus importants du tissu de ce que nous sommes. C'est peut-être la leçon la plus profonde de l'âge du bronze. La grandeur ne se sait pas toujours grande. Elle se fait souvent dans le quotidien, dans la répétition, dans l'accumulation de gestes ordinaires qui, vus de loin et avec le recul des millénaires, dessinent quelque chose d'extraordinaire. Ce soir, en vous laissant glisser dans le sommeil, peut-être pouvez-vous emmener avec vous ces images. Le reflet du métal en fusion dans les yeux d'un fondeur mésopotamien.
Le silence de la grande salle du trône à Hattusa, vide depuis 3000 ans. La main d'un scribe égyptien qui hésite un instant avant de tracer un hiéroglyphe complexe. L'odeur du fleuve dans la chaleur de Babylone. Le bruit des vagues contre la proue d'un navire phénicien quelque part en Méditerranée, il y a 3000 ans, portant dans sa cale des jarres d'huile, des lingots de cuivre et peut-être des tablettes couvertes de lettres que personne ne lira plus jamais. Ces mondes ont existé. Ils ont été vrais, peuplés de gens vrais, avec des peurs vraies et des espoirs vrais.